Leaders politiques, économiques, universitaires et représentants de la société civile, tous étaient présents ce mardi au centre de congrès de Davos pour l'ouverture officielle de la 55e édition du Forum économique mondial. Le World Economic Forum 2025 a été inauguré par des allocutions de Karin Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse, suivie d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de l'Union européenne. La dirigeante de la Confédération helvétique a déclaré que notre époque est celle de l'imprévisibilité prévisible. Elle a en outre mis en garde l'assistance contre la concentration des richesses et des ressources entre les mains d'une petite élite, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la paix sociale dans le monde. Pour sa part, la chef de file de la Commission européenne a affiché sa volonté de promouvoir le multilatéralisme pour résoudre les crises auxquelles notre monde fait face. Comme annoncé, les questions principales mises au cœur de ce forum étaient comment le monde doit-il réagir face à l'intelligence artificielle, la protection du climat, la crise géopolitique ou la cybercriminalité. À ces interrogations, les dirigeants mondiaux invités à s'exprimer ont chacun donné une réponse singulière marquée par leur vision du monde. L'intervention du chef de l'État congolais annoncée pour ce mercredi est très attendue. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va annoncer le lancement d'un vaste projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et pour stimuler les développements économiques. Parallèlement à ces assises, et comme c'est la tradition à Davos, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants étrangers. Le chef de l'État a ainsi rencontré le président de la République d'Israël, Isaac Herzog. Les deux dirigeants ont passé en revue les sujets d'intérêt commun en insistant sur les efforts à mener pour rétablir la paix aussi bien au Proche-Orient qu'à l'est de la RDC. Ensuite, le chef de l'État a eu un entretien avec le président du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Les deux dirigeants ont évoqué l'approfondissement de la coopération entre le Conseil de l'Europe et la RDC. Enfin, l'ultime rencontre bilatérale du jour était réservée au président sud-africain Cyril Ramaphosa, un allié de poids de la RDC, notamment dans la résolution de la crise dans l'Est, puisque des soldats d'Afrique du Sud font partie du contingent de la SADC, présent à RDC en appui au FARDC, dont le rôle est essentiel dans la stabilisation du pays. Les deux chefs d'État ont eu un entretien d'1 heure. Ce mercredi 22 janvier, ce sera un jour important pour la République démocratique du Congo à Davos, puisque notre pays organise une session privée sur le bassin du Congo. Et nous nous sommes entendus, les employeurs et nous, tous sont d'accord que les 14 500 sont des acquis que personne ne remet en cause. Il faudra maintenant seulement, pour besoin des procédures, qu'on convoque un Conseil national du travail qui doit valider pour que cela soit conforme. Ensuite, la mesure reviendra à la première ministre qui prendra un décret pour consacrer cela. Nous sommes convenus que le taux des 14 500 francs congolais est accepté par toutes les parties. Néanmoins, nous allons discuter les autres questions au CNT qui sera convoqué dans, la semaine prochaine. La Première ministre a une grande sagesse et c'est comme ça qu'il nous a menés comme ça facilement dans une solution. Nous parlons les mêmes langages, mais peut-être il y avait des incompréhensions des uns et des autres. Il y a un taux qui a été fixé, mais il n'était pas fixé selon les règles et les procédures. Il n'y a pas de divergence sur le montant revu du SMIC, mais Madame la chef du gouvernement insiste sur le respect de la procédure, parce que le respect de la procédure garantit la qualité de la mesure et du texte qui porte la mesure. Ce qu'il faut éviter, c'est que demain, la mesure ou le texte soit attaqué. La 141e base navale garnison de Banana a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, accompagné du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo Mouswangi, et d'une forte délégation des officiers du haut commandement ainsi que le caucus des députés nationaux élus du Congo central. Au centre des opérations maritimes de Banana, maître Guy Kabombo Modianvita
ministère s'est entretenu avec les différentes unités de la base navale de Banana, une réponse à la nécessité de redynamiser la flotte maritime dans le but de renforcer l'action de l'État en mer. Le commandant suprême m'a envoyé ici pour venir voir les conditions de travail et de vie de nos marins. À Banana sera construit le port en eau profonde. Le commandant suprême s'emploie à changer les choses d'ici peu. Les travaux de construction du port en eau profonde nécessitant la délocalisation de la base navale de Banana, le numéro 1 de la Défense nationale et sa délégation sous une pluie battante ont visité les travaux du site de Kindofula en construction, qui abritera dans le tout prochain jour les différents services de la 141e base navale, notamment l'école navale d'application et autres. Le patron de la Défense nationale a également visité la frontière lacustre poreuse entre la cité côtière de Mwanda en République démocratique du Congo et Soyo en Angola, aux abords de l'embouchure du fleuve Congo. Après la visite du centre médical opérationnel type A, en bon père de famille, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Gika Bombo Modianvita, s'est entretenu avec les épouses et dépendants de militaires qui lui ont présenté leurs doléances et un message adressé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il n'a pas manqué de leur offrir quelques présents. Mais principalement, le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on m'a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays. Et il n'y a pas que des militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon dont que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destinées au culte, destinées aux ministres, destinées à l'apostolat, mais aussi destinées aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons... 0 mort, aucune perte en marchandises, aile droite incendiée et un atterrissage raté. C'est le bilan du crash d'un avion ce mardi 21 janvier 2025 dans le territoire des Congolo. Il s'agit d'un avion cargo de la compagnie Air Kasai en provenance de Goma dans la province du Nord Kivu et transportant la cargaison des cigarettes de la société Supermatch à destination des Congolo. Selon M. Kizito Radjabou, assumant l'intérim du représentant de la RVA dans ce territoire, l'avion cargo était dans ses courses régulières
ferroviaire des transports de marchandises entre les villes de Goma, Kongolo et Lubumbashi. L'incident est arrivé lors de sa deuxième rotation de Goma à Kongolo. À en croire sa déclaration qui relaie les propos du pilote, cet accident est arrivé à la suite d'une panne technique survenue à l'aile droite lors de l'atterrissage à l'aérodrome de Kongolo. L'avion a raté la piste d'atterrissage et finir sa course en brousse avant d'être freiné de justesse par une petite colline, mais cela n'a pas freiné à l'incendie de se déclencher. Alertés par les bruits de l'avion, les habitants des encablures se sont amassés pour tenter de secourir l'avion en appuyant les efforts des services anti-incendie de la RVA Kongolo. Paradoxalement à la règle de l'aviation interdisant aux habitants de construire dans les périmètres de la piste d'atterrissage, c'est encore ces hors-la-loi qui ont sauvé la vie de l'équipage en tentant de maîtriser le feu par l'eau venue de leur maison d'habitation. De ces efforts, le feu a été maîtrisé, sauvant la vie de 4 membres d'équipage, dont les pilotes, le copilote et 2 mécaniciens, y compris la marchandise. Kongolo est un territoire situé à plus de 300 km de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika et la piste d'atterrissage de son aérodrome est complètement en terre battue. Masisi Centre, dans la province du Nord Kivu, à nouveau touché par les tirs de roquettes lancés par les terroristes du M23 avec leur mentor, le Rwanda. Parmi les blessés, 2 employés de Médecins sans frontières MSF. Le même jour, un autre tir de roquettes a touché les latrines de cette formation médicale qui sert de refuge à plusieurs déplacés de guerre. Des voix s'élèvent pour condamner et en appeler une fois de plus au respect des installations sanitaires et humanitaires. Des milliers de personnes se trouvent dans cet hôpital et dans les bases des ONG pour se protéger des affrontements entre l'armée loyaliste et les terroristes du M23. Cette bavure est la 2e du genre en 4 jours à affecter directement l'hôpital général de Masisi Centre. Jacques Aboulakatou, ce lundi 20 janvier 2025, le comité des pétroliers avec à sa tête son président Joseph Tuité Maloba a fourni des explications au gouverneur sur cette fermeture brusque des stations-service à travers la province du Haut-Katanga. D'après Joseph Tuité, cela est dû à la baisse du niveau des stocks de l'essence dans les dépôts de la province. La situation que nous connaissons sur le marché est liée à la disponibilité seulement de l'essence. Parce que le gasoil, communément appelé mazout, nous avons ça dans toutes nos stations-service. Oui, la carence est liée à plusieurs facteurs. Vous savez, nous ne produisons pas de l'essence. Nous recevons de l'essence de l'Afrique du Sud, de Mozambique et de Dar es Salaam. Et du côté d'Afrique du Sud, il y a eu un problème au niveau de la raffinerie. Et à Dar es Salaam, il y a un problème de stock. Donc les bateaux qui sont arrivés au port de Dar es Salaam sont plus... Une démonstration des forces manifestée ce dimanche 19 janvier 2025 à Likasi par la présidente nationale de l'Union nationale de fédéralistes du Congo. À peine arrivée, accompagnée des membres du comité national ainsi que provincial de l'UNAFEC, Mireille Massango Bibi Mouloko a fait le pied des 3 km jusqu'au lieu du meeting. Un monde fou scandé des chants pour dire merci et caribou Maman Mireille Massango. Les habitants de Likasi voulaient à tout prix voir l'unique et la seule présidente de l'UNAFEC. Au lieu des meetings remplis de JUNAFEC, cadres, militants et militants de Likasi, Mireille Massango a eu du mal à frayer les chemins avant d'accéder à la tribune. Dans son adresse, le président de la sous-fédération UNAFEC Likasi, Juvenal Kyungu, a souhaité la bienvenue à la délégation avant de présenter quelques doléances. Ensuite, le président fédéral de l'UNAFEC au Katanga, André Nkuluma Djondo, a invité les responsables de l'UNAFEC de Likasi de redynamiser le parti. Dans un langage clair et limpide, la 3e vice-présidente de l'UNAFEC, Angélique Kyungu, a confirmé que feu Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, patriarche d'heureuse mémoire, avait laissé l'UNAFEC à l'union sacrée au président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. UNAFEC mupende mushipende njo parti munene ya kwanza mukatanga ile kona soutenir chef de l'État. Sheye tuko muinyo sacré mule baba alituachaka ni vile aina vile. Baba alituacha mu union sacrée. Alors chez tuko derrière le chef de l'État, ou quelque part on a remarqué yeye chef wa taifa. Anasema batoto yangu mwikale mbele pa meza, tuchunguze mbele
article par article, tuangalie pale tunaweza kumodifie, tunamodifie. Sheba toto yake afachi, tutakatala? Tutakatala? Tunamusoutenir mwile démarche konayo ya kwa inafeki ni mama Mirai njo president, tumupigie mbele mikono. C'était avant de confirmer que ces grands partis politiques et pour le changement de la constitution. Dans son adresse, l'inspecteur général adjoint de la jeunesse Zazu Kabulo Shimbi a prodigué des sages conseils aux nouveaux généraux des différentes brigades de la jeunesse. Militaire. C'est par l'installation de ces généraux des différentes brigades que cette grande manifestation. Pétrolier, la multiplicité des taxes serrées à la base de cette hausse d'un litre d'essence à la pompe qui se vend actuellement à 9 000 et 10 000 francs. Urbain Sangwa, spécialiste en économie, explique le pourquoi de cette rareté des carburants. D'après les analyses de toutes ces années, la situation actuelle à Lubumbashi, vous savez que le marché de carburant, comme on le dit souvent, c'est un marché contrôlé. Marché contrôlé dans le sens où les opérateurs pétroliers ont des mains liées, ils ne peuvent pas varier le prix d'un litre à la pompe. Le fait de ne pas avoir cette capacité, ils doivent forcer la main de l'État congolais qui a le monopole du contrôle du marché. Et cela ne se fait que par la création d'une rareté qu'on appelle une rareté artificielle des produits pétroliers. Et cette rareté va provoquer la présence de plusieurs demandés au niveau de pompes de carburant à la vue du gouvernement congolais qui a l'obligation de protéger ces consommateurs-là de carburant. Il va devoir appeler les pétroliers autour d'une table et discuter d'une éventuelle révision du prix afin que le pétrolier se retrouve effectivement devant cette réalité du marché qui rencontre le principe de la concurrence, c'est-à-dire le croisement de l'offre et de la demande. Cet communiste de formation a proposé des solutions durables pour éviter cette situation catastrophique. Solution durable, c'est impossible parce qu'au Congo, on ne produit pas le pétrole, tout vient de l'étranger. Solution durable, pas possible parce que les phénomènes économiques ne sont pas aussi statiques. Ils circulent, ils oscillent. Cette oscillation amène à des fluctuations, à des périodes qui sont creuses, à des périodes qui montent. Donc c'est impossible de dire que nous allons donner une solution définitive, à moins qu'on soit en Arabie Saoudite, là où le carburant se produit comme de l'eau. Mais comme on est au Congo, une zone privée de la production de carburant, obligé de s'accorder par des contrats avec les grands producteurs dans le monde de carburant. Donc nous sommes obligés de s'attendre à ces phases-là creuses. Sinon, le gouvernement devra prévoir peut-être les mécanismes pratiques. Quand il y a crise de carburant, qu'est-ce qu'il faut donner comme solution? Néanmoins ça, mais on peut toujours s'attendre à ces crises de façon répétée. Urbain Sangwa a par la suite donné les conséquences sur le plan social, économique. Ce sont les études faites par moi à la faculté d'économie pour déterminer le coefficient de corrélation de la fixation du prix des produits pétroliers et son impact sur les prix de biens et services. Son coefficient, son impact est négligeable, néanmoins, le constat est direct. Lorsqu'on augmente le prix des produits pétroliers, ceux qui souffrent au premier coup, ce sont les transporteurs. Et celui qui transporte achète le carburant plus cher, il est obligé aussi d'augmenter les prix de transport, ce qui va impacter la vente de certains produits et services. Donc, de façon plus générale, l'impact est là, mais si pas négligeable, mais c'est un impact à considérer parce qu'il n'y a pas de coefficient, il n'y a pas d'indicateur économique qu'on peut négliger dans une analyse visant à déterminer l'impact de la fluctuation économique